Bonjour à tous. Il me semble qu'on est en live. Oui, on est en live ce soir ensemble pour évoquer. Alors, bah, pour tout vous dire, hein, c'est quelque chose qu'on a décidé un petit peu à la dernière minute. On s'est dit que ça pouvait être. Je pense qu'on était plusieurs à avoir besoin ouais, voilà, Alphonsine est là. Je pense qu'on était plusieurs à avoir. Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est quelque chose un peu de l'ordre de la catharsis? Est-ce que bon, dans tous les cas, ça a été pour moi personnellement un vrai choc. Kentaro Miura est mort le 9 mai et on a appris aujourd'hui, donc suite à une décision de la famille, c'est ce que tu nous rappelais, Sora, que que Kentaro Miura est donc mort à l'âge de 54 ans. Je pense que c'est un choc enfin, pour des gens de ma génération, pour des trentenaires, des quarantenaires. Salut Flo. Je pense que c'est un choc aussi pour des gens qui avaient pu le découvrir récemment. Une petite pensée pour Alt, qui avait fait une vidéo autour de Berserk qui avait marqué énormément de gens et qui avait lancé certaines personnes récemment dans la lecture. Donc c'est à la fois une œuvre qui a touché plusieurs générations et en même temps une œuvre qui a marqué non seulement l'univers du manga, mais aussi un grand nombre d'autres univers, celui du jeu vidéo. Et puis il y a une inscription dans l'histoire de l'art mondial de l'œuvre de Miura, à la fois dans la dark fantasy. Dans l'héritage de la peinture de Bosch, dans l'ensemble de ces œuvres qui ont réinventé l'épique tout au long du 20e, 21e siècle. Donc c'est bon, voilà, salut Rafa, viens avec nous. Tu viens avec nous parler de Dark Fantasy et puis parler de Miura. Donc voilà, on avait peut-être pour certains d'entre nous besoin d'évoquer cette œuvre, de partager des souvenirs de lecture, de partager pourquoi pas quelques analyses et de profiter de ce temps tous ensemble. Alors on se lance un petit générique histoire de rentrer un petit peu dedans. Et donc voilà, partageons ensemble nos souvenirs de cet auteur absolument extraordinaire qui vient de nous quitter.
Kentaro Miura. Je voulais laisser en fond l'OST de la version de 97 qui, du dessin animé de 97 qui vaut ce qu'il vaut, mais qui nous a quand même un petit peu marqué. Et puis bon, qui était aussi d'une autre tenue que ce qui nous a été proposé en PowerPoint en 2014. Les films, j'ai revu les films il y a pas assez récemment. Les films valent le coup, les 3 films valent le coup jusqu'à l'éclipse, quoi. Maintenant, bon, on est dans une œuvre graphique, hein, il fait partie des grands maudits de l'adaptation, quoi. Kentaro Miura, c'est sur des planches que ça se passe, quoi. Et quelles planches, en fait, des planches d'un gothisme foudroyant, des planches à mi-chemin entre le minéral, le végétal, une galerie de monstres absolument extraordinaire, des personnages aussi, et notamment, et peut-être on va pouvoir commencer un peu autour de ça, une œuvre qui est fascinante au niveau de sa construction narrative, une œuvre qui est fascinante dans sa réinvention de l'épique. Mais avant ça, je voudrais qu'on partage des souvenirs peut-être plus personnels, quoi. Sora, Hipsteri, comment vous avez chacun découvert Miura et Berserk? Je sais pas qui veut commencer. Sora peut commencer. Moi, j'ai découvert Berserk quand j'étais au lycée, en fait. J'étais énormément sur des romans de dark fantasy, un peu apocalyptique par moment aussi. Et c'est un ami qui m'a conseillé de checker ce manga-là, en fait, parce qu'il correspondait plus ou moins à ce que je regardais en tout temps, en fait. Le... Et toi, Hipsteri? Alors moi, pour ma part, la première fois que j'en ai entendu parler, j'étais encore un collégien, mais bon, je commence à être un peu vieux. Le manga était sorti depuis quand même, avait commencé à être publié au Japon depuis quelques années. Il n'était pas sorti en France, puisque tout à l'heure tu parlais de l'adaptation en 97, mais 97 c'est aussi l'année de la publication, la première publication en France chez Glénat. Et lorsque j'étais collégien, il y avait un magazine qui sortait tous les mois, euh, qui était publié justement par Glénat, qui s'appelait Kamea. Alors évidemment, tout de suite, on pensait à Kamehameha, donc Dragon Ball, et c'était le grand moment, c'était première moitié des années 90. C'était encore sur la grande phase où justement Dragon Ball, et surtout Dragon Ball Z, passait à la télé, et Glénat s'était lancé depuis quelque temps dans la traduction de manga, notamment avec Akira. C'est le premier manga qu'ils ont lancé. Et l'idée, c'était vraiment de vendre les mangas comme quelque chose de sérieux. Alors, pas qu'ils jetaient le discrédit sur Dragon Ball ou quoi que ce soit, ils les ont publiés aussi. Mais ils essayaient de montrer qu'il y avait d'autres mangas qui étaient plus matures, qui étaient aussi traversés par des questions autour de l'amour, la mort, le drame, etc., etc. Et Kamea procédait de ça en fait. C'était on essaie de mettre quelques titres qui pourraient être un peu attractifs pour les plus jeunes et à côté de ça de mettre des titres matures et c'était une forme de pré-publication. Bon, ils les ont tous les mangas qui étaient publiés là-dedans n'étaient pas ensuite publiés en comment en fascicule, mais c'était cette forme-là qui était employée. Et moi, la première fois que j'ai découvert Berserk, c'était là-dedans. Ils en parlaient. Il y a eu plusieurs articles qui étaient dédiés à Kentaro Miura et à Berserk. Et ça avait l'air de quelque chose d'absolument incroyable. Alors, il a fallu attendre des années, pas moins de 4 ans, entre la première fois où j'en ai entendu parler et le moment où, effectivement, là pour le coup, au lycée comme Sora, on a eu les premières publications. Et peu de temps après, on a eu du coup cette adaptation de 97 et on a eu, on était en plein dans la mouvance
de la série de vidéos qui s'appelait Manga Vidéo, qui sortait en cassette, oui, parce qu'à l'époque il y avait encore des cassettes vidéo. Et du coup, d'un seul coup, j'ai pu mettre la main sur les premiers fascicules imprimés en français. Et dans la foulée, il y a eu cette fameuse adaptation en OAV. Voilà, donc mon premier contact, ça a été ça. Et donc, tu te parlais tout à l'heure en aparté, tu disais que tu avais relu rapidement les 10 premiers tomes. Et moi, en fait, c'est ça. J'ai commencé à lire pour la première fois à peu près les 10 premiers tomes, et je me suis arrêté juste avant l'éclipse, en fait. Pas de bol. C'est le moment où je quittais le lycée. Et ça m'était plus compliqué en faisant mes études d'arriver à jongler. Et donc pendant un temps j'ai fait une pause et je suis passé complètement à côté de l'éclipse. Je l'ai redécouvert des années après, je me suis lancé là-dedans et évidemment ça a été un choc. Mais ça je pense qu'on en reparlera plus tard. C'était ça mes premiers contacts avec Berserk. Désolé parce que je fais souvent Non, c'est bien, c'est bien. Non, mais des... t'as le temps. Il faut que, de toute façon, il faut qu'on ait le temps de s'installer dans ce type de sujet-là. Moi aussi, je vais partager un peu ça. Les mangas vidéo, Fabien, ils ont existé aussi. Ouais, on aura l'occasion de revenir sur l'Eclipse. Et puis tout de suite, en fait. Les mangas vidéo, ils étaient sortis en DVD dans les kiosques autour de À la 2002, suite, oui, 2003. je sais, je m'en souviens. Et c'est vrai que c'est l'occasion un peu de revenir. On est de la même génération, tous les deux, enfin, Hipsterie, c'est-à-dire que globalement, nous, quand on était gamin et qu'on regardait le Club Dorothée, enfin, moi, je faisais partie des gens qui savaient même pas qu'il y avait des mangas derrière cet univers-là, quoi. C'est que beaucoup plus tard, quand on avait arrivé les Dragon Ball en kiosque, c'est quoi, 95, un truc comme ça, voilà, que je commençais à être sensible à l'existence de cet univers-là. Je sais pas si Thomas est là et nous suit ce soir, mais bon voilà, moi j'ai eu un initiateur quoi. On était dans une coloc et on a un de nos copains qui arrivait avec des avec des Divix. Il avait, je me rappelle, Uranus Club sur 10 Divix. On a vu Mauro Boschi, on a vu Caricano, Evangelion, tout ça. Et après je me suis mis à acheter des mangas tout seul dans mon coin et en parallèle je continuais la collection des vidéos mangas là qui sortaient en kiosque. Et il y a un truc qui était. Et un jour, j'étais chez un ami, Martin, je me rappelle bien. On parle un petit peu de manga. Je lui parle de ses premiers. De ma découverte récente, un peu de cet univers. Et il me dit: Ah, il y a un truc sous blister. C'est marrant, c'est le fait que ce soit sous blister, ça l'avait marqué. Qu'il faut lire. Alors, moi, à l'inverse de toi, tu vois, Hipstery, il m'a dit les 10 premiers tomes. Je sais plus quel terme il a employé. C'est de la dark fantasy ou du médiéval fantastique et tout. Et puis il dit, et à un moment, alors c'est pas tout à fait, c'est au niveau du tome 11, 12, je crois que ça décolle. Et il me dit, et puis à un moment, je me rappelle, il avait utilisé ce terme, il y a une bascule, il y a quelque chose qui se passe qui nous emmène ailleurs. Et ça devient un des plus grands objets de la littérature mondiale. Et je me rappelle, il avait dit comme ça et tout. Et donc effectivement, moi du coup, j'étais allé jusqu'à l'éclipse. Et c'est vrai que c'est un univers que je connais bien, enfin qu'on connaît tous un peu bien, parce qu'on a baigné un petit peu dedans par nos jeux vidéo et tout, quoi, la dark fantasy, quoi. Mais j'étais pas un lecteur de romans de science-fiction ou de fantasy à cette époque-là. Et donc du coup, c'est un univers qui m'attirait pas non plus que ça et tout, mais j'étais impressionné par la vigueur du trait. Et j'étais impressionné notamment par le travail sur les émotions, sur les sentiments, sur les relations qui apparaissaient déjà à cette époque-là. Et puis, effectivement, dans ma vie, même, j'ai envie de dire, il y a eu un avant et un après l'éclipse. Euh, bon, voilà, c'était juste pour partager nos premiers souvenirs un petit peu de notre première rencontre avec Berserk. Je voudrais revenir un petit peu sur Alors ça. Philippe, Ouais, juste vas-y. une chose, je crois que Majax et Rafa nous ont rejoints. Alors si du coup ils veulent, peut-être, hein, s'ils veulent eux aussi nous faire part de leur premier contact. Alors, c'est parti. Qui est-ce qui commence, les garçons? Bon, ben, je vais me lancer. Je crois que Rafa, cette fois-ci, mange son yaourt. Et pour une fois, c'est pas moi. Bonsoir tout le monde. J'arrive un peu de manière sauvage. J'espère que je n'interromps rien.
Je vais parler de mon premier contact avec Berserk. C'est un peu marrant, Philippe, ce que tu as raconté, parce que je me retrouve un peu dans ce que tu as dit. Bon, certes, quelques années plus tard dans le futur, mais quelque chose un peu similaire. Je me rappelle, j'étais à la fac, on était en 2011, il me semble. Non, c'était 2010. Un truc comme ça. Et je vais dans ma grande coloc, on vivait à 4, 5, entassés les uns sur les autres, tout ça. Et, euh, et on venait juste de finir Full Metal Alchemist. De finir Full Metal Alchemist et je sais pas, chercher un manga. C'est le moment où je commençais à revenir au manga après quelques années, avoir délaissé cet univers-là. Alors ça a recommencé petit à petit. J'ai commencé à revoir les Chevaliers du Zodiaque. J'ai découvert Naruto, Bleach, Death Note, tout ça. Un truc très shonen, quoi. Et, euh, et je me rappelle que on avait Full Metal Alchemist qui s'était terminé, je cherchais un truc à lire. Voilà, c'était une après-midi où je errais un peu sur les internets. Donc je vais spoiler, mais mon premier contact avec Berserk n'a pas forcément été très légal. Hein. C'est l'époque où on était étudiant, on n'avait pas de sous et en fait on avait tout ça très facilement à l'époque à disposition en bonne qualité. Et, euh, et je me rappelle et je vois un truc, ça s'appelle Berserk. Je fais, bon, allez, j'avais vaguement entendu parler, j'avais vaguement entendu dire que c'était bien. Du coup, j'ai cliqué. J'ai vu la première page qui annonçait quelque chose de plus adulte, de plus violent, de plus sombre, etc. Et je me rappelle avoir fait l'une des plus grandes sessions de lecture que j'ai pu faire dans ma vie. C'est-à-dire que je suis resté 3 jours non-stop à lire tout ce qui était sorti. Et ça allait à peu près, je sais pas à l'époque, mais ça allait très loin. Et, euh, et je me rappelle avoir passé 3 jours comme ça à ne faire absolument que ça. Et ce qui était rigolo, c'est que du coup, j'avais mes colocs qui me voyaient en train de lire et de passer 3 jours à faire ça. Et du coup, je rends un peu hommage au copain Marty qui est un peu mon compagnon de lecture. Il a toujours été mon compagnon de lecture. Je suis toujours arrivé en mode, hey, regarde ça, ça a l'air sympa, tout ça. Et on a lu à peu près les trucs ensemble. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que j'ai découvert Berserk, voilà, un peu par un hasard. Et finalement, je me rends compte que par hasard, j'avais découvert sûrement une des œuvres les plus importantes du manga, voire une des plus grandes œuvres de la littérature de cette époque, quoi. Voilà. Merci Majax. Rafa, tu veux nous faire part ou tu préfères te garder pour plus tard? Dis-nous. Je... Bonsoir à tous. Je Salut vais au moins Rafa. me permettre quelques mots. Bonsoir, pardon. Je vais au moins me permettre quelques mots assez rapides parce que, à dire vrai, je n'ai absolument aucun souvenir de la première fois où j'ai rencontré Berserk. Il est tout à fait possible que ce fût sur les bancs du lycée, quelque part entre ma seconde et ma première, quand je me balade, sans doute en première, quand je me baladais gentiment de, de manga en manga, d'animé en animé. Et j'ai dû tomber dessus par hasard. Je sais que j'ai acheté les tomes petit à petit quand j'étais en prépa, après avoir, et je les ai partagés avec un ami, et c'est lui qui m'a fait découvrir de l'autre côté Bastard d'Agiwara. Euh, c'est un univers qui me plaisait, ou en tout cas qui m'amusait, dans le sens où c'était un univers médiéval fantastique, comme on en connaît plein, avec une histoire marrante, sans trop d'intérêt au début de mon point de vue, mais qui prenait bien nos tripes, qui marchait bien, avec un dessin qui était, pour le coup, absolument fabuleux par rapport à tous les mangas que je pouvais lire à l'époque. Euh, et c'est ce dessin qui m'a fait accrocher. C'est la manière dont c'est la manière dont Miura dessinait, retranscrivait son univers, ses traits, ses personnages. Ils se ressemblaient un peu tous. Et puis, il y a eu l'âge d'or, il y a eu Pipin, il y a eu Pipin forcément, comment dire? Le Seigneur des Anneaux était passé par là.
Je suis resté bloqué. Il y a eu Pipin, et puis il y a eu l'éclipse, et à partir. Et puis même avant l'éclipse, j'ai eu des points de. Disons qu'il y a des zones d'ombre dans Berserk qui m'ont intrigué. Et j'en parlerai peut-être plus tard. Mais voilà, ma rencontre avec Berserk, c'est une rencontre sur du dessin. Pas plus. Merci. Alors parlons justement, commençons un peu par là, quoi. Alors, Alphonsine, je sais pas trop comment y aller, ça veut dire, je sais pas si on va... Parce que moi j'ai des, des petits éléments d'analyse, hein, forcément, sur cette œuvre-là qui m'a beaucoup accompagné. Et je pense on en est tous un peu là. Et donc du coup, j'hésite est-ce qu'on à partir dans le spoil ou pas en fait quoi je me rends pas compte quoi après c'est aussi salut Pierre, salut Bioche. euh, ok, ok Alphonsine, parce que fatalement si on veut commencer, c'est une œuvre qui s'articule en plusieurs arcs et fatalement chacun des arcs est un petit peu bon, ça c'est une thèse personnelle, hein, vous reviendrez peut-être un petit peu dessus quoi, mais pour moi il y a un récit spiralaire de Berserk qui est assez extraordinaire et donc du coup fatalement on a des échos d'un arc à l'autre. Pour moi c'est une construction en Big Bang Big Crunch. J'essaierai d'expliquer un peu ça. Alors de quoi ça parle Ah salut Satien et Arca. Alors de quoi parle Berserk? On parlera. Hipsteri a dit qu'il était prêt à parler des deux autres œuvres de Miura, à la fois son œuvre de jeunesse et sa récente œuvre, celle qu'il a commencé. L'auteur de d'Hippo, d'Hajime no Hippo, je me rappelle plus son nom, mais Chaf, il va nous le rappeler, a fait tourner un message très émouvant sur les réseaux sociaux où il expliquait qu'il a croisé Miura. Ils étaient tous les deux gamins. Merci Morikawa. Ils étaient tous les deux gamins, ils avaient 19 ans, ils se montraient un petit peu leurs dessins et Morikawa avait été très marqué à l'époque par le trait de Berserk, de Miura, et surtout était déjà présent Pluck, était déjà présent la marque, quelques extraits à l'épée, et Miura expliquait à Morikawa qu'il avait quelque chose qui devait faire sortir, quoi. Et vraiment, si vous tombez dessus, je crois que c'est Goda qui a partagé sur Twitter la petite interview de Morikawa. N'hésitez pas, elle est pleine d'émotions. Alors, on va se concentrer là sur... Sachant que Miura a donné un petit coup de main pendant un temps sur Hajime no Hippo. Il a dessiné quelque temps, alors ça n'a pas duré très longtemps, hein, mais à un moment où justement il n'avait pas encore commencé, il avait écrit quelques petites histoires, mais il s'était pas encore lancé dans Berserk. Il a participé, alors en tant qu'assistant entre guillemets, parce qu'en réalité les deux étaient très proches, mais oui, il donnait un coup de main sur Hajime no Hippo. Ouais, ils sont de la même génération. Toujours très intéressant hein, de savoir, hein. J'ai appris il y a pas très longtemps la relation qu'il peut y avoir euh, entre l'auteur de Blame et Takahashi, l'auteur de Sido. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir comment le jeune assistant peut être aussi marqué par les traits de l'auteur qui l'a accompagné sur une de ses œuvres majeures, quoi. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours un peu passionnant. Je sais pas si sur le chat, il y en a qui savent s'il y a eu d'autres collaborations de Miura avant qu'il attaque Berserk avec l'un ou l'autre, parce qu'on aura l'occasion de revenir sur des influences qui l'inscrivent plus, Bosch, etc., dans l'histoire globale dans l'histoire mondiale des arts, en fait. Mais ça serait intéressant de revenir un petit peu sur d'autres influences. Donc, n'hésitez pas aussi dans le chat à partager ça avec nous. Alors, de quoi ça parle Berserk, en fait? D'abord, premièrement, il faut pas oublier quelque chose. Ah ouais, c'est intéressant ça, Chaf. Miura a rendu hommage à ses camarades dans l'histoire en les représentant justement. Ouais, c'est drôlement intéressant. Alors faudrait revoir un petit peu, un peu tout ça. On reviendra. Moi, c'est des choses que je connais pas trop. Alors revenons sur Berserk et mettons-nous un petit peu dans le dedans, on pourrait dire. Si on considère le
d'abord l'histoire dans sa globalité, on constate déjà quelque chose, c'est que mine de rien, euh, ça, ça commence pas en fait sur c'est-à-dire qu'on a tendance à penser Berserk comme étant une. Non, non, bien sûr, t'as raison, Poun Poun. Bien sûr qu'il faut pas trop fantasmer la relation auteur-assistant. Je signalais juste, en l'occurrence, sur la relation entre Takahashi et l'auteur de Berserk, quoi, et l'auteur de Blame, il y avait quelque chose d'assez intéressant à aller creuser dans la dualité et tout, quoi. Mais oui, oui, bien sûr, t'as raison sur ça. Il faudra aller beaucoup plus loin. J'imagine qu'Alt a fait le travail. Il faudrait voir de son côté à lui. Alors revenons sur Berserk. Et bien sûr, les garçons, vous m'interrompez quand vous voulez, hein. Berserk, contrairement à ce qu'on peut avoir tendance à penser, Berserk ne commence pas par un chapitre de pur médiéval fantastique, en fait. Et il commence, puisqu'il va y avoir un flashback, on a un Guts, guerrier, massif, coupe en brosse, les yeux sombres, l'ironie cinglante, la philosophie de vie, les forts, les faibles, qui se présente à nous avec un bras gauche mécanique qui est susceptible voilà, de se disloquer pour faire apparaître une arme, une gigantesque épée, une cape imposante, et on le voit débarquer dans une petite ville et sauver, un peu malgré lui, un jeune elfe qui se faisait persécuter par des ivrognes dans une taverne. Et en fait, le premier mini-arc qui commence, qui est intéressant, parce qu'en fait, il retrouve exactement l'intégralité des éléments qu'on retrouvera dans les autres arcs, est déjà fantastique. Alors, il faudrait développer un petit peu sur tout ça. En tout cas, il a recours au surnaturel, et on voit la métamorphose d'un guerrier en apôtre, on reviendra sur cette notion, et la métamorphose de l'espèce de chef du village, le comte, en la créature apostolique qu'il est lui aussi, et assez vite l'apparition des 5 God Hands, qui sont 5 créatures démoniaques surpuissantes, et un Guts qui semble avoir une relation privilégiée avec l'un d'entre eux, et qui se retrouve assez vite mis en échec. Donc je tenais à rappeler ça parce que en fait, il faut pas oublier que Berserk commence par un premier tome entièrement dévolu à une espèce de mini-arc où on voit un Guts chasser les apôtres, chasser le surnaturel, déjà marqué par la fameuse marque diabolique, quoi, la marque sacrificielle en fait, et adulte. Et c'est seulement ensuite qu'on aura le flashback. On continue un petit peu sur le récit. Qui est-ce qui veut prendre ma suite sur le flashback, puis je reviendrai sur ce premier arc. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut raconter l'enfance de Goethe? Comme ça, ça nous permet de rentrer tranquillement dedans, même si on va aller un petit peu vite. Qui est-ce qui veut se lancer? Bah écoute, si personne ne veut le prendre, je peux m'en charger. Moins que quelqu'un veuille. Donc après ce premier arc qui met en place la plupart des grands enjeux narratifs du roman, on a un énorme flashback directement sur la naissance de Guts. Et dès le début, c'est un survivant, puisque il naît. Je sais plus si sa mère meurt en couche ou quelque chose comme ça. En tout cas, une des premières images qu'on a de lui, il est dans une mare de sang. Il est recueilli par la femme d'un mercenaire qui a perdu son enfant quelque part et qui veut le garder. Et qui veut garder lui pour une espèce de, comment on dit, de déplacement, Transfert. je sais plus, il y a un terme, Transfert. de transfert. Merci. La mère de Guts est morte pendue en fait et l'enfant est tombé suite à ça en fait. Toujours du propre. Et c'est Shizu, la femme de Gambino, qui décide de le garder. Comme Gambino a une certaine influence parmi les mercenaires, il accepte que sa femme, qui semble avoir une espèce de sourire de mère meurtrie, en fait, garde cet enfant avec lui. Continue, Rafa. Et on est transporté non plus dans l'univers fantastique qui était l'univers des premiers chapitres, mais dans un univers qui est un univers purement moyenâgeux, médiéval, et dans un univers de la guerre de 100 ans, où
Il fait référence plus ou moins à la guerre de 100 ans, où des bandes armées de mercenaires se vendent au plus offrant pour aller conquérir des châteaux. Et le père de Guts, le père adoptif de Guts, Gambino, est le chef d'une de ces bandes de mercenaires qui rencontre plus ou moins de succès. Et Guts va pas vivre une enfance comme les autres, puisque comme il fait partie d'une bande de mercenaires, il faut tout de suite qu'il devienne utile. Ça signifie qu'il faut qu'il aille sur le champ de bataille et qu'il gagne sa part de nourriture, sa part de butin, sa part de salaire. Et il se retrouve à tuer des gens à l'arbalète, il apprend à manier l'épée, etc., etc. Et on arrive sur le premier traumatisme de Guts, premier vrai traumatisme de Guts qui se répétera d'une certaine manière plus tard, c'est que Gambino, son père adoptif, le vend après une bataille à un soldat qui désire en faire un objet de joie. En gros, il le vend pour le plaisir de la chair. Et Guts, Il le vend que pour une nuit, hein, à oui, 3 sous. les 3 deniers de Judas. Et Guts, au terme de la nuit, il comprend, il apprend, mes souvenirs sont très clairs, que c'est Gambino qui l'a vendu, et il veut se venger. Et la première rencontre se solde par un échec, et à partir de ce moment-là, Guts va développer une éthique assez simple, devenir de plus en plus fort. Comment dire, ouais, de devenir de plus en plus fort, de plus en plus redoutable, de façon à pouvoir un jour se débarrasser de Gambino. Et c'est ainsi qu'il réussit. Je passe très vite, hein, je passe très très vite. C'est ainsi qu'il réussira à se débarrasser de lui. D'abord, il se débarrassera du soldat qui avait passé une nuit avec lui, avec une flèche d'arbalète bien placée, puis il se débarrassera de Gambino plus tard. Et il continuera d'écumer les batailles avec son épée démesurée. Comme Guts a tout de suite appris à manier des épées plus grandes que lui, il continue de manier des épées de plus en plus grandes, de plus en plus grandes, de plus en plus imposantes, jusqu'à une fameuse bataille où sa troupe de mercenaires, la troupe de mercenaires pour laquelle il travaille, se retrouve engagée contre une troupe qui est appelée la troupe du Faucon. Et chance pour la troupe de Guts, la troupe du Faucon, voyant que la bataille de siège est perdue, se retire. Guts remporte un duel contre un soldat quelconque, une grosse brute avec une grosse armure et une grosse masse d'armes qui se fait éclater la face. Puis il s'en va en ayant récupéré ses thunes, joyeux, et il va tomber par hasard sur ce groupe de la bande du Faucon, notamment sur le chef adjoint, Casca. Il va se battre avec elle, et c'est le chef de la troupe du Faucon qui, voyant Casca en difficulté, va sauter dans la mêlée enfin sauter dans la mêlée, va réclamer un duel auprès de Guts pour calmer les choses. Et c'est une rencontre assez amusante. Si je peux me permettre de m'arrêter 2 secondes là-dessus, c'est une rencontre assez amusante parce que Guts est un personnage très sombre dans son design. Et on va l'employer, on va le dire très bêtement, il a les cheveux noirs, tandis que le personnage qu'il rencontre, Griffith, lui est un personnage très lumineux, très ouvert et aux cheveux blonds, blancs, je sais pas. Donc le contraste sur la page est assez extraordinaire. Et on a un premier duel entre Guts et Griffith, où Guts montre ses habituelles prouesses aux armes, mais Griffith le domine complètement de la tête et des épaules, avec un art martial supérieur, avec une intelligence tactique supérieure, avec des dialogues hilarants où Griffith montre bien que Guts est un bourrin sans cervelle. Et le combat se termine sur, si mes souvenirs sont exacts, Griffith qui fait sauter l'épaule ou le coude de Guts en lui disant tu m'appartiens dorénavant. Et ça pose des enjeux d'admiration de Guts envers Griffith, ça pose les enjeux de Griffith qui obtient les choses par la force, qui les arrache par la force et qui les conserve comme des objets, comme des outils. Et ça va lancer toute la grande partie de ce qu'on va appeler l'âge d'or dans Berserk, où Guts va s'insérer dans la troupe du Faucon de manière de plus en plus naturelle, de plus en plus familiale. Il va reconstruire avec cette troupe un cocon familial qu'il n'a jamais pu avoir, avec des amitiés plus ou moins fortes, plus ou moins curieuses, Casca, Pipin,
le lutteur de sumo dont j'ai oublié le nom, Rickert, et des inimitiés plus ou moins fortes aussi, avec un des adjoints, avec un des lieutenants de la troupe du Faucon qui est un lâche, mais un lâche attachant. Les temps vont passer, ils vont voler de victoire en victoire. Et est-ce que quelqu'un veut prendre la suite pour Ouais, prendre... après je laisserai parler Hipsteri ou Majax, hein. Juste un truc, parce que je rebondis sur ce que dit Sora sur le chat. Je voulais pas te couper, mais effectivement, c'est très très important, je crois. C'est il y a quelque chose de l'ordre du premier déni suite au viol. C'est-à-dire que Guts refuse de croire que c'est Gambino qui l'a vendu. Il refuse de croire en la parole de ce mercenaire. Donc il le tue, comme tu as expliqué, hein, par une arbalète dans le dos au cours d'une bataille en dissimulant un peu lâchement d'ailleurs, hein, cette mort comme étant une mort de combat. Et effectivement, Gambino va se retrouver blessé, va perdre une jambe. Guts ne va pas perdre son admiration et son attachement pour celui qui est le père. Ce qui est, oui, t'as raison. La première blessure par Guts, c'est sur le nez au cours d'un entraînement. Mais il va refuser de croire qu'il a été vendu. Et il va falloir attendre beaucoup plus tard que Gambino, dans l'attente, lui avoue qu'il le déteste, qu'il est de mauvais augure, qu'il a ramassé dans la fange, au pied des pendus, qu'il était un mauvais présage, et qu'il l'a vendu, et qu'il le déteste. Et suite à cette série de déclarations traumatiques, en fait, Guts, effectivement, sort son épée et tue Gambino. Puis il y a le feu et il parvient à s'échapper alors qu'il est poursuivi par la troupe de Gambino. Ce qui est intéressant là-dedans, en fait, et je renvoie à une des scènes les plus émouvantes et les plus brillantes du manga, qui intervient au tome 8, je crois, c'est que suite à une relation sur laquelle on reviendra avec Casca, je vais pas la déflorer tout de suite, cette relation-là, mais il se retrouve en fait en situation d'étrangler Casca dans dans une espèce de délire en fait où il revit alors qu'il avait quitté la troupe du Faucon pendant 1 an, où il revit en fait tout cet épisode et où il pleure la mort de son père. Et donc ce qui est assez intéressant, et je pense que Sora avait raison de le rappeler dans le chat, c'est qu'on a quand même une série en fait de traumatismes par différé. C'est souvent un petit peu le cas, et on a un Guts qui met souvent du temps en fait avant de par la reviviscence en fait traumatique, par réappréhender en fait les traumatismes qu'il a vécu. Je pense que ça c'est vraiment important. Hipsteri, Majak, si vous voulez rebondir sur la rencontre entre Griffith et Goethe, et notamment je te veux et je t'ai eu par la force. Je sais pas si quelqu'un veut prendre la suite. Non, vous voulez pas y aller, les garçons? J'attendais le moment où Majax allait parler parce que j'imaginais que c'était plutôt sa partie. Mais si on peut attirer l'attention sur un point par rapport à ce qu'a dit Rafa jusqu'à maintenant, et ce que toi t'avais expliqué aussi auparavant par rapport au premier arc, c'est que finalement dans le premier arc, on a posé tout de suite des enjeux de Dark Fantasy, comme tu le disais, avec dès les premières pages en réalité des créatures monstrueuses qui interviennent, un bestiaire qui existe dans cet univers-là. Dès que l'on commence à basculer sur l'arc, justement, revenant sur le passé, pendant très longtemps, et c'est quasiment alors pas tout à fait une dizaine de tomes, mais quand même pendant beaucoup de tomes, on est sur un univers médiéval qui n'a finalement rien de fantastique. La seule chose qui pourrait paraître un peu exceptionnelle, c'est finalement, comme le disait Rafa, la taille de l'épée que manie Guts, parce qu'il a l'habitude de porter des épées
plus grosse que lui depuis l'enfance, et donc il reste là-dessus. Mais en réalité, on est sur une forme, pendant longtemps, une forme de violence qui est assez crue, d'une part, et d'autre part, qui ne semble pas ménager de place au fantastique. Il faut attendre un petit moment avant de commencer à voir apparaître des éléments, mais qui encore sont disséminés. Alors évidemment, c'est des clins d'œil au lecteur parce que le lecteur, à ce stade-là du récit, a déjà lu les 3 premiers tomes dans lesquels justement on avait fait intervenir du fantastique, mais là le fantastique semble pendant un temps totalement gommé. Il revient petit à petit, subrepticement, jusqu'à un moment, la rencontre d'un personnage. Mais bon, je vais peut-être laisser quelqu'un d'autre raconter ça sans doute mieux que moi. Je veux bien. Vas-y, Sora. Donc, à partir du moment où Guts a été intégré dans la compagnie du Faucon, en fait, il va faire ses armes, en fait, dans cette compagnie, gagnant les estimes de tous et surtout les combats, jusqu'à devenir le chef d'escadron le- d'une cavalerie, la troupe de choc, merci. Assez réputé par sa capacité à réussir les combats, en fait, de par leur force et surtout les stratégies de Griffiths. Le... Ils vont... C'est grâce au commandement de Griffiths et au... Oui, là j'ai venu en fait, ils se mettent sous les ordres, enfin, ils obéissent au roi pour gagner la guerre en fait. Le... Je sais pas expliquer. Il vaut mieux que je laisse pas de place. Ouais, c'est ça, en fait, ils vont enchaîner les combats en fait pour terminer la guerre en fait, pour enfin, les deux personnages principaux, Griffiths et Guts, vont suivre le rêve de Griffiths qui n'est pas révélé immédiatement, mais par lequel on nous signale que gagner la guerre est un passage obligatoire en fait. Donc il faut constituer une troupe de faucons la plus forte et la plus efficace possible en fait. En fait, Le, le chemin de Griffith, au début, dès les premières pages, Griffith parle de son rêve. Quand il parle de son rêve, en fait, dans le contexte que Sora et Hipsteri rappellent, qui est un concept de, de dark médiéval, quoi, sans forcément de recours au surnaturel avant l'apparition réelle de Zod. Quand il évoque son rêve, on est face à, à l'ambition, en fait, à une ambition guerrière. Et là, je vous renvoie à un passage que Majax aime beaucoup, et moi aussi, qui est le passage de Fate Zero entre entre les trois grands conquérants, et notamment le discours d'Alexandre. Et en fait, on est sur un Griffith qui a une ambition qui ressemble aussi, je vais reprendre ces références-là, à celle d'un anneau-dessous dans l'habitant de l'infini, c'est-à-dire nous sommes Griffith d'origine pauvre, et on a un Griffith dévoré d'ambition qui veut monter les échelons, renvoyer les nobles à leur médiocrité par la loi du plus fort, et pourquoi pas s'approcher d'une princesse, être anobli, devenir roi. On apprendra un petit peu par la suite que Griffith s'était prostitué auprès d'un baron pour pouvoir avoir l'argent nécessaire à la poursuite des aventures de la troupe des Faucons. Il a été surpris par Casca à ce moment-là. Et donc, on est face à une ambition qui semble être une ambition militaire, en fait, une ambition de pouvoir, une avidité de pouvoir, un hubris qui n'a de rêve en fait que mise en relation avec l'ascendance pauvre de Griffith. Donc je pense que déjà ça c'est important de le rappeler. Et un certain nombre d'éléments en fait viennent
viennent apporter. C'est ce que tu disais, Rafa, au début, en parlant de la série d'énigmes. En fait, le récit est troué par une série de références qui emmènent en fait l'ambition militaire et nobiliaire et politique sur un au-delà. Je vais juste en citer trois. Griffith a autour de son cou une béhérite d'une couleur bordeaux. Je sais plus comment. Cette béhérite-là, c'est la béhérite du prince. Il le sait pas encore vraiment. C'est la béhérite des élus. Qu'est-ce que c'est qu'une béhérite? C'est une espèce de visage grimaçant, torturé et surtout désordonné, qui semble presque vivante. Et effectivement, l'une des premières fois où Goethe touche cette béhérite, un œil s'ouvre, un des yeux de la béhérite s'ouvre. Et ce qui est intéressant, c'est que Griffith sera sauvé d'une tentative d'empoisonnement à l'arbalète par l'intermédiaire de cette béhérite-là, qui nous emmène vers quelque chose de l'ordre du destin. D'autre part, Goethe, qui est pas bien malin, hein, Casca se moque de lui un moment et lui dit ouais, waouh, tu parles comme un philosophe, il t'a fallu 1 an à passer sous une cascade pour pouvoir avoir une telle réflexion, quoi. Bon, elle se fout de sa gueule. Et en revanche, Goethe a quelques intuitions et notamment il a une série d'intuitions qui sont souvent liées à son rapport avec autrui et notamment avec une figure amoureuse, fraternelle ou paternelle. Goethe a cette phrase qui est très très forte, l'une des premières fois où il décide de prendre ses distances avec la troupe du Faucon, c'est, bon alors en anglais, c'est je veux pas être buried, je veux pas être enterré dans le rêve de quelqu'un. Le rêve de quelqu'un, alors ça voudrait dire que c'est un peu plus qu'une ambition. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose de l'ordre de l'hubris de Griffith qui n'apparaît et qui ne se dévoile que progressivement. Et qui va se dévoiler même malgré lui, en fait. Et on comprend qu'il n'a pas toutes les données de base. Le seul qui a vraiment les données pour comprendre la nature surnaturelle, élevée, divine ou démoniaque de l'ambition de Griffith, c'est Zod, qui est une créature qui croise au cours de l'une de leurs aventures au fond d'une cave et qui a massacré la moitié de la troupe de Goetz et que Goetz affronte, puis que Griffith affronte. Et au moment où Zod, créature qui s'était transformée, voyant que ses adversaires sont valeureux et qui avait passé le bankai, quoi, comme on dit dans Bleach, s'est rendu compte, ouais, Drams, t'as raison. Je suis d'accord avec toi. Il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là. Mais est-ce que le rêve de Griffith ne reste pas enfantin et ne reste pas le rêve d'un enfant pauvre tout le long, en fait? Même au moment Philippe? où il prononce sans langue le mot sacrifice. Ouais, je finis juste. Et effectivement, Non? Zod se rend compte que Griffith a la béhérite vermeille et il décide de partir en faisant une prophétie à Goethe. Vas-y, je t'en prie, Hipsteri, pardon, je parlais long. Euh, C'était moi, je voulais juste, par rapport à ce que tu disais, je voulais juste ajouter deux informations. La première, c'est que Zod, ce qui est très marrant, c'est que c'est un des moments où on voit, c'est un des rares moments où on voit Guts et Griffith se battre ensemble. C'est-à-dire au même endroit du champ de bataille, contre le même adversaire, à l'unisson. Et pas comme deux pions sur un échiquier particulier que Griffith a mis en place. Et donc Zod, c'est à la fois le truc qui va réunir Griffith et Guts, mais c'est aussi le truc qui va les séparer. Et ça, c'est assez amusant. Et pour la distinction entre, tu parlais tu parlais des deux ambitions. En fait, il me semble que les ambitions de Guts et Griffith, elles se ressemblent dans le sens où les deux veulent du pouvoir. Sauf que Griffith veut un pouvoir sur les choses et Guts veut un pouvoir sur lui-même, pour se comprendre lui-même, pour, pour bouffer son trauma, quoi. Il est né dans la fange, il a été vendu pour une nuit, il a tué son père adoptif, sa mère adoptive est morte peu après je sais plus quoi. Donc Guts, il veut un pouvoir sur lui-même, il veut se comprendre, il veut se connaître, il veut se maîtriser lui-même. Griffith, il veut maîtriser les autres. Et ça se retrouve dans la façon dont ils agissent sur les champs de bataille. Griffith est un tacticien extraordinaire qui manipule le champ de bataille un peu à l'exemple
J'ai oublié le nom de ce général ou de ce conseiller dans l'épopée des Trois Royaumes, qui est capable de lire et de changer le champ de bataille en quelques secondes avec quelques ordres bien placés. Tandis que Guts, lui, c'est vraiment un général d'armée au combat. Et il y a ces différences-là qui me semblaient pertinentes à donner alors que tu étais en train d'expliquer la rencontre entre Zod et les deux larrons. Majax, tu veux, Majax ou Ipsteri, vous voulez rajouter par rapport à cette première interprétation du rêve du rêve de Griffith, d'autant que Rafa nous emmène plutôt dans la piste que effectivement il y a une manipulation de l'autre qui est présente. Moi, j'ai envie de dire que il y a quelque chose qui va compter très très vite et Guts le surprend en train de le dire dès le début du manga. En fait, c'est bon, on va passer surtout du temps sur le début du manga, je pense, hein. Ça permettra aussi à tous de découvrir la suite. C'est que Guts comprend assez vite que Griffith n'imagine pas l'autre comme son égal, dans la mesure où Griffith avoue que pour lui, son égal ne peut être que quelqu'un qui a un rêve comme lui, en fait. Et quelqu'un qui lui servirait son rêve ne peut pas être son égal et ne peut pas être estimé, j'ai envie de dire. La notion du fait de sacrifier autrui pour pouvoir aller vers le château, euh, excusez-moi, qui constituerait son rêve, est présente quand même assez tôt, en fait. Il y a l'intuition du sacrifice d'autrui dans le rêve enfantin de Griffith. Je ne sais pas si d'autres Euh, veulent rebondir sur ça. Si, moi. Juste rapidement, il me semble que c'est dans les premiers tomes, en fait, il dit, c'était lors de la mort d'un personnage secondaire, l'apothicaire, il me semble. C'est Guts dit à Hallel justement que lorsqu'on veut faire preuve d'ambition, en fait, le prix de celui-ci s'envole considérablement selon ce qu'on veut, en fait. Pour la mort de quelqu'un, le prix est extraordinaire. Et c'est justement là ce qui est intéressant à voir avec Griffith, c'est qu'il veut avoir quelque chose d'assez fantastique, c'est quasiment un rêve. Donc le prix va être monstrueux, en fait. Et c'est là où le sacrifice des autres va être nécessaire. Et n'oubliez pas d'ailleurs qu'il y a une scène qui est très très importante et qu'on a tendance un peu à oublier, qui est le moment où Casca raconte son histoire et sa rencontre, donc elle aussi qui a manqué d'être violée et vendue et qui finalement a été sauvée par Griffith, mais pas sauvée. Griffith n'a pas tué l'autre, il a donné une épée à Casca qui s'est vengé, qui a découvert le sang et qui a découvert le magnétisme de Griffith par ce don de l'épée. Et assez vite, il rencontre un enfant qui est mort avec un jouet de chevalier brisé à côté de lui. Et c'est cet enfant, avec son rêve de devenir chevalier, qui croisera au moment de son délire, juste avant d'accepter le sacrifice de ses amis pour l'éclipse. Et je pense que la rencontre avec l'enfant est importante, ce que disait Drams dans le chat sur le rêve enfantin et le rêve de pouvoir. Je pense qu'il faut pas oublier qu'on a des personnages qui sont assez figés et qui finalement ont des motivations qui sont liés à leur traumatisme originel à chacun, quoi. Bon, voilà, c'était juste pour rappeler un peu ça. Ipsteri, Majax, vous voulez rebondir par rapport à ça? Alors, pas forcément par rapport à ce point-là, mais juste puisqu'on a évoqué le personnage de Zod, rappelez une chose, c'est souvent assez bien traduit comme ça dans les versions françaises,
Mais son nom complet, alors c'est Zod l'Immortel notamment en anglais, mais en japonais, son nom complet, c'est Nosferatu Zod. Et du coup, Nosferatu désignant le fait que ce soit un guerrier immortel. Notamment parce que jusque-là, personne n'a réussi à le battre. Il est présenté dès le départ de cette manière-là, comme une espèce de guerrier bestial, un guerrier à l'épée bestiale, mais qui serait immortel. Et ce qui est intéressant, c'est dans le choix du nom, évidemment. Alors bon, d'une part, on pourrait éventuellement s'interroger sur Zod, qui, même si ça prend 2D dans la version, c'est un O long, donc c'est traduit souvent dans les versions en français, en anglais, etc. C'est souvent traduit avec 2D pour allonger le O, justement, mais ça fait forcément écho dans les comic books, notamment de Superman, au personnage du général Zod, qui est une sorte de contrepoint. Là aussi, les premières fois, alors pas la première fois où il apparaît dans les années 70, c'est pas vraiment ça, mais disons que à partir du moment où il a été adapté au cinéma, ce personnage du général Zod, ça devient une sorte d'horizon indépassable pour Superman, et que finalement il parvient quand même à dépasser. C'est-à-dire que c'est une espèce c'est un autre kryptonien, donc qui est équivalent en termes de pouvoir, de force, mais qui a en plus expérience militaire. Et donc ça en fait une sorte d'ennemi irréductible qu'il va quand même falloir arriver à dépasser pour Superman. Et là c'est un peu la même chose finalement dans la relation qu'on a avec Guts, puisque dès les premiers temps il apparaît comme une sorte d'ennemi irréductible, et à différentes reprises on va le voir réapparaître, et on comprend que c'est un horizon qu'il faudra pour Guts parvenir à dépasser. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est l'autre partie, c'est-à-dire l'immortel, du coup en japonais passe par le nom Nosferatu, et qui évidemment fait référence au film de Murnau, si je le prononçais bien à l'allemande, et qui était Murnau, c'était un des grands réalisateurs de l'expressionnisme allemand, et donc Nosferatu, c'était en fait l'adaptation du Dracula de Bram Stoker, mais sans avoir les droits. Donc du coup on avait adapté, et Dracula était devenu Nosferatu. Et de ce fait, alors déjà le personnage, à la différence du Dracula de Bram Stoker, est présenté comme bien plus monstrueux dans le film de Murnau, mais surtout, il y a une raison à ça, c'est qu'on est dans l'expressionnisme, et donc on a souvent cette tendance à l'exagération de l'horreur, à accentuer les mimiques sur les visages qui vont évoquer l'horreur. Et en fait, ce qui est assez intéressant par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, Philippe, sur le fait qu'on nous glisse des éléments dans l'histoire qui est parfois dans le texte, qui est souvent dans le dessin, mais ici, par exemple, dans le nom du personnage, on comprend qu'il y a quelque chose qui est en train de se jouer, et finalement, quelque part, on nous annonce ce basculement dans l'horreur, mais qui est amené petit à petit. Et finalement, bon, on reviendra un petit peu après sur ce fameux moment de bascule qui est l'expression que tu employais tout à l'heure, où là, entre autres, parce que c'est pas la seule référence qu'on va retrouver, mais il y a des éléments qu'on pourrait presque comparer sur le plan artistique, dans la manière dont c'est dessiné par Murat. On pourrait comparer ça justement à de l'expressionnisme. Et donc, encore une fois, c'est à travers plein de petits éléments comme ça que Murat fait comprendre au lecteur incidemment, alors peut-être que le lecteur le sent, peut-être qu'il ne le sent pas, mais en tout cas, tout ça nous amène à une construction qui fait que les choses, même lorsqu'on est surpris, même lorsqu'il y a des événements
qui sont choquants, qui sont marquants, et bien quelque part on est malgré tout happé et on ne crie pas au scandale en se disant mais ça sort d'où ça? Parce que effectivement il y a des choses comme ça, des éléments annonciateurs. Alors c'est pas du foreshadowing, hein, mais c'est vraiment par des petites touches qui donnent une ambiance générale, une esthétique générale, un propos, font avancer l'histoire. Merci, Hipstéry. Majak, tu voulais rebondir sur un des éléments avant qu'on entame le premier grand thème, en fait, au niveau de la construction narrative? Je crois que Majek, c'est un problème de connexion. Ouais, il vient de partir. Ah zut. Bon, je vais essayer de rebondir sur ça, mais n'hésitez pas à retourner en arrière, quoi. Moi, je voudrais mettre l'accent en fait sur quelque chose. Et du coup, bon, fatalement, je retrouve des vieux thèmes que j'ai pu déjà développer, et notamment, je vous renvoie aux différents live obliques qu'on a pu développer, enfin qu'on a pu mettre en place les sessions différentes. Euh, il y a la geste. Il y a une geste. Il y a une geste de Goethe. Il y a quelque chose de l'ordre de l'épique. Ce qui m'intéresse ici, c'est de revenir et de vous demander aussi ce que vous en pensez. Vous savez que c'est un petit peu mes marottes, quoi. Et je suis content de voir que Rafa parle de contrat original. Et vous aurez l'occasion de revenir un petit peu sur tout ça. C'est-à-dire que Berserk nous interroge bien plus encore que certaines œuvres dites de catégorie éditoriale shonen sur l'appropriation en fait de l'épique aujourd'hui. Ça veut dire que j'ai encore lu sur internet, je suis absolument pas d'accord avec cette idée-là, tout au long de la journée, que on était face à un récit initiatique, quoi, et qu'il y avait une base initiatique du côté de Berserk. Pour moi, Berserk est un récit assez matriciel aussi à ce niveau-là. Ça veut dire qu'on est face à un récit qui marche pas du tout comme un récit moyenâgeux, avec un schéma initiatique de type Perceval laissa les habits de sa mère pour prendre celui que lui donna le chevalier, se rapprocher de ses amis, enfin, qui sont novices comme lui, qui vont lui chausser l'éperon droit, Dexter le droit, la justice, il prend la collée, et on a une cérémonie initiatique d'adoubement qui lui permet de devenir chevalier, et on peut considérer que cette matrice de la cérémonie d'adoubement est celle du récit de Chrétien de Troyes en général, avec un héros qui d'errance en errance, l'errance étant le fait d'aller droit au but rapidement, selon l'étymologie latine de ere, qui a été confondue avec errare au XVIe, mais à la base c'était ça. Il y avait ce fil-là. Et ensuite des enjeux en fait qui deviennent de plus importants au fur et à mesure que les plans mythologiques et humains se croisent au cours des récits. Pour moi, il n'y a pas du tout ça en fait dans Berserk. Et pour moi, ouais, ils se sont plantés. C'est un courant d'hyper-étymologisation, on appelle ça chez les lexicologues. En fait, ce qui se passe dans Berserk, en fait, et cette matrice-là, c'est que pour moi, on a un récit, les 7 boules de cristal d'ailleurs, bon, on est bien la métaphore, dans lequel, en fait, on a un certain nombre d'éléments qui doivent converger, une espèce de force centripète d'une première partie en fait vers l'éclipse en fait. Et on a un certain nombre d'éléments qui doivent converger, et ces éléments-là sont en l'occurrence la rencontre d'un certain nombre de traumatismes, des éveils successifs, un élément d'humanité qui est présent, qui est assez complexe et très subtil. Dans le premier arc, le conte, qui est devenu et qui a basculé du côté obscur de la force, l'a fait suite à des menaces portées sur le territoire dont il avait la garde par des hérétiques, et qui en fait a lui-même sacrifié sa femme, et qui refuse de sacrifier Teresa, sa fille, qui est le dernier élément qui le rapproche à l'humanité. Et ce qui est intéressant, c'est ce qui, à chaque fois, avant l'ouverture des portes, raccroche les personnages à leur humanité.
Ça peut être soit la vengeance, soit le désir de survie. Dans le cadre du conte, quand les 5 God Hands sont convoqués, en fait, par son hurlement au moment où il va être tué par Goethe, il dit « c'est la vengeance, tuez ce type ». Et là, les God Hands disent « non, 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 c'est pas ça qui nous a convoqués. Ce qui nous a convoqués, c'est ton désir de survie. » Et ton désir de survie, il va passer par le fait de ne pas tomber dans le stream of rien du tout, le stream, le flot d'âmes qui vont t'emmener au néant. Mais si tu veux émerger de ce flot d'âmes qui t'emmène au néant, il faut que tu portes un sacrifice, et le seul sacrifice qu'on acceptera, c'est celui de ta fille. Et le comte résiste jusqu'au bout. Il résiste à la couardise de sacrifier sa fille. Il comprend que son désir était la survie et pas la vengeance, et coincé dans cette tenaille humaine-là, il finira par périr. Et ce qui est intéressant, c'est que ces nœuds, en fait, d'humanité, on les retrouve assez régulièrement. Désir de survie, désir de vengeance. Ils pointent, et ils font partie des éléments qui doivent être présents, résonner avec un traumatisme d'un des personnages, résonner avec une ambition, avec un désir de plus, et une ouverture des portes vers l'enfer. Et finalement, on pourrait considérer que la structure narrative de Berserk est peut-être spiralaire, c'est-à-dire qu'on est face à un récit qui voit des éléments converger, une porte s'ouvrir, puis les éléments rediverger, puis reconverger tout au long de l'arc suivant et réouvrir une nouvelle porte. Peut-être qu'on peut considérer qu'il y a cette espèce de structure en ressort, en fait, qui est présent dans Berserk. Je ne sais pas si... ce que je voudrais revenir sur Aristote pour d'autres points, mais je ne sais pas si certains d'entre vous sont d'accord avec moi ou pas d'accord. Ce serait raccroché à un univers un récit initiatique. Voilà, je ne sais pas comment vous réagissez à cette proposition, qui est une simple proposition. Ben, je trouve ça très intéressant parce que la structure en ressort, en réalité, on la retrouve visuellement dans l'œuvre à plusieurs moments. Bon, alors pour l'instant, on l'a évoqué de loin, mais il y a ce fameux épisode de l'éclipse avec la marque qui est apposée sur les victimes, donc ce qu'on appelle la marque du sacrifice. Qui, quand on regarde bien, en fait, a cette forme-là, cette forme j'ai envie de dire, de double hélice ADN, en réalité, même si c'est avec des angles tracés un peu droits. Alors c'est pas exactement la perpendiculaire, mais voilà, on n'a pas un arrondi, mais cette image, on la retrouve comme ça. Un peu plus tard dans l'œuvre, on est confronté aux premières représentations d'une sorte d'église qui rappelle énormément l'église catholique du Moyen-Âge, et notamment tout ce qui se faisait autour de l'Inquisition. Et ils ont un symbole, en fait, ils vénèrent un symbole qui représente une sorte de créature ailée mais stylisée. Par-dessus, à nouveau, une double hélice comme ceci, donc qui pourrait être une double hélice ADN. Ceux qui connaissent Berserk, disons, qui l'ont bien pratiqué, savent que en réalité, il y a un épisode qui a été publié dans le Young Animal, mais qui ensuite n'est pas été publié dans la version fascicule. C'est Miura lui-même qui a voulu que cet épisode soit retiré parce que selon lui, ça donnait trop d'informations. On voyait à nouveau, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, mais vous essaierez de trouver ce fameux, on peut le trouver très facilement sur internet et traduit en plus en français. On retrouve cette image de la double hélice, alors qui, moi je vous dis, me rappelle une double hélice d'ADN, mais très clairement c'est ça, c'est cette image du ressort, cette image un peu spiralaire de sorte de... Ouais, aussi symboliquement, ce sont des destins qui s'entrecroisent, qui se tournent autour, et quelque part c'est aussi finalement la relation, Rafa le disait tout à l'heure, c'est cette relation en miroir qu'il y a entre Guts et Griffiths, qui transparaît ne serait-ce que visuellement dans les physiques de chacun des deux personnages, le fait que l'un soit brun et très grand, l'autre blond et beaucoup plus petit,
L'un a les cheveux courts, l'autre les cheveux longs, etc., etc. Et donc il y a vraiment ces deux destins qui sont intrinsèquement liés et on le comprend en fait dès la fin du premier arc. Et ça va nous être vraiment raconté dans l'arc de l'âge d'or. Et voilà, c'est vraiment quelque chose qui transparaît au fond du récit. Je suis tout à fait d'accord en termes de structure. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça transparaît aussi dans plein de symboles, dans plein de dessins tout le long de l'œuvre. Ça transpire ce schéma. Alors c'est marrant parce que autant le récit initiatique dans Berserk me paraît clairement une erreur de lecture assez flagrante, autant le spiralaire, j'aimerais y accrocher, mais j'ai du mal à le voir en termes de narration pure. C'est-à-dire que si effectivement on a des moments croisés, des destins croisés avec la première rencontre de Guts et Griffith, la rencontre avec Zod, puis la dernière rencontre de Guts et Griffith dans dans le champ de neige, euh, on n'a pas, en termes de structure narrative pure, en termes d'actants et d'événements narratifs, on n'a pas cette spirale de répétition, d'itération de choses avec une légère différence qui nous permettrait de supposer qu'en fait, on a une répétition du temps encore et encore. À la rigueur, je pointerai du doigt les invocations des God Hands. Euh, la première chez le comte Julius, je crois. Non, Julius, c'est pas lui. La première chez le petit baron qui refuse de sacrifier sa fille. La deuxième avec la véritable éclipse. Et après, ils reviennent de loin en loin. Et à la rigueur, je marquerais ça pour si je devais chercher la spirale. Mais de mon point de vue, on a plutôt une progression assez linéaire avec une série de catastrophes, une série de mini-apocalypses qui se dirigent vers une apocalypse de plus en plus grande, de plus en plus radicale. Euh, D'où la spirale. D'où la spirale. Mais non, non. Pour moi, non. Ça marche pas en spirale. Pour moi, la spirale, si tu veux, ça serait la structure narrative des gommes de Rob Grillet, si elle se répétait encore et encore et encore. Euh, c'est, euh, Mais là, pour moi, il y a une sorte de... Ou alors une spirale mise à plat où aucun des brins se touche. Comme Mais sur on a une... toujours le même type d'éléments en fait qui doivent converger pour qu'une porte soit ouverte. Un élément de lâcheté, un élément d'humanité. Tiens d'ailleurs tu rappelais sur le comte Julius par exemple, très intéressant, la motivation de la reine. Pour quelle raison est-ce que la reine elle veut la mort de Griffith et sa machination sera avortée assez vite puisque Griffith va terroriser un des stratèges de la conjuration qui va prendre fait et geste pour lui et du coup il va faire périr l'ensemble des individus qui ont essayé de l'empoisonner dans un incendie. C'est quoi la motivation en fait de la reine? C'est le fait qu'en fait elle était amoureuse de ce personnage très antipathique qui était Julius et qui lui avait fait découvrir la chair et que du coup elle décide de se venger de Griffith. Bon, un petit élément d'humanité. Mais finalement, si on regarde bien, on a toujours... moi, j'ai l'impression qu'on a le même type d'élément qui est présent et qui va permettre l'ouverture de portes qui sont effectivement, sans doute, de plus en plus importantes en termes d'enjeux mythologiques dans la construction de l'univers de Berserk. C'est pour ça que je parlerai un petit peu d'une spirale qui irait en embrassant de plus en plus d'enjeux au fur et à mesure qu'elle se déploie. Mais nullement une structure linéaire, quoi. Pour moi, on a vraiment une éclipse après l'autre. On a le schéma de Persona ou d'autres œuvres comme ça. Mais c'est intéressant qu'on ait ce débat, hein. Et puis c'est cool qu'on arrive à sortir l'épique de son schéma initiatique linéaire qui, comme je le disais à Alphonsine dans le... oui, c'est ça, c'était son amant, le duc. Qui, comme je le disais à l'intérieur du chat, en fait,
provient essentiellement d'une mauvaise lecture de l'Odyssée, et je renvoie tout l'auditoire au développement brillant d'Hipstérie sur l'Odyssée, qui rappelait que l'Odyssée avait lui aussi quelque chose comme une structure qui était aussi un peu circulaire et qui était pas du tout linéaire à ce niveau-là. On avait sans arrêt un Ulysse qui franchissait une frontière, revenait, etc. Pour moi, Ouais. il faut qu'il y ait un certain nombre d'éléments qui soient réunis pour que les portes soient ouvertes. Et chacun des points de crise, des points d'apocalypse, des points de climax de l'œuvre de Berserk, c'est des ouvertures de portes successives, et on en compte 6, 7 dans l'œuvre, quoi. Voilà. Mais c'est vraiment juste une proposition, mais je trouvais que c'était intéressant, en fait, de remettre à plat un certain nombre de préjugés qu'on pouvait avoir sur l'épique, et notamment le préjugé chrétien de la linéarité. Ensuite, l'empreinte chrétienne sur Évangélion, sur Anno, nous on a parlé avec Johan de Silent Hill tout à l'heure, elle est sans doute présente, et c'est assez compliqué d'envisager le christianisme qui imprègne des auteurs japonais. On est plus à l'aise quand on est face au délire chrétien de torture de quelqu'un comme Scorsese, par exemple, dans Silence ou dans Taxi Driver, que dans des œuvres comme Évangélion. Mais voilà, je trouvais que c'était assez intéressant de remettre en cause cette vieille idée qu'on a d'un épique chrétien qui serait linéaire face à des schémas d'imaginaire de groupes sociaux traditionnels qui seraient plus circulaires, qui seraient plus de l'ordre de la pastorale et tout. Mais je reste ouvert à la critique, il n'y a pas de souci sur ça. T'as parlé de l'Odyssée. Pour reprendre un modèle épique, pour moi, le Berserk s'articulerait sur le modèle de l'Iliade, avec la série de combats, avec les hexagones, et les combats réguliers qui viennent, comment dire, parsemer le texte, comme dans l'épique des Trois Royaumes, en fait, où à chaque fois qu'il y a une énorme bataille, Eclipse, il y a un combat entre deux généraux qui résume le combat, et ensuite il y a un moment de calme, puis on retourne vers un autre combat entre deux armées, donc deux généraux, et ainsi de suite. C'est en ce sens-là que je parlerai plus d'éléments de rythme pour les éclipses et pour les affrontements entre Guts et les différents apôtres, que ce soit le notable, que ce soit le papillon, que ce soit la succube, ce sont des éléments de rythme plutôt que des éléments de circularité. Je les lirai comme ça. C'est un point de divergence. Il faudra que j'y réfléchisse un peu plus. Là, je ne suis pas en état. Est-ce que vous voulez un autre élément, Hipstéris, si tu veux rebondir sur ça, ou Sora, il n'y a pas de souci. Un autre élément aristotélicien qui me paraissait intéressant, parce qu'on a quand même ça, et qui me paraissait important aussi, en fait, c'est la question de l'évolution des personnages, en fait. Ça veut dire, est-ce qu'on est face à un schéma aristotélicien porté par... c'est un terme qui revient souvent dans la traduction française de Glénat, qui est le terme de la causalité. Alors, j'ai pas fait gaffe à la façon dont c'était traduit en anglais, et j'ai pas fait gaffe, du coup, encore moins au japonais. Ça serait intéressant d'aller creuser là, et tout, etc. C'est qu'on est face à des apôtres, des soldats de la causalité. Et on a une vision du destin qui est quand même très particulière chez Berserk, qui de temps en temps a des allures très naïves. C'est Zod en fait qui explique un Griffith écorché, les tendons brisés, etc. Que la Béérite allait revenir et que il était destiné à. Et plus tard, un des 4 God Hands annonce à Griffith, qui juste avant l'éclipse, qu'il est un des princes de la causalité, qu'il est un des... Est-ce qu'on peut parler d'élu? Le terme n'est pas employé, à mon avis, dans le texte, quoi. Mais je trouvais assez intéressant, en fait, de revenir sur cette idée-là, en fait, c'est-à-dire que l'hubris, dans l'épopée grecque et dans la tragédie grecque, est pas du tout pensé comme un orgueil, donc comme un péché qui serait puni, etc. L'hubris est pensé comme le fait que passe en acte quelque chose qui était en puissance, et que ce passage en acte introduisait un déséquilibre qui allait
aboutir à un rétablissement d'équilibre initial par la catastrophe. Je pense qu'on peut appréhender le caractère non moral de l'imaginaire grec à travers des termes comme ça. Ici, pour moi, Berserk a peu à voir avec le mal. C'est-à-dire que, pour moi, Berserk a à voir avec des questions de portes qui s'ouvrent et qui se ferment et des questions d'équilibre. Une porte qui s'ouvre, c'est Teresa, dans le tout premier arc, qui ouvre la porte de la cage de l'elfe Pluck, sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne d'ailleurs, dans laquelle il était enfermé, et l'attaque contre le comte à l'intérieur du château provoque l'ouverture de la porte de la chambre de Teresa, qui peut donc sortir, a une intuition du grand monde et finit juste confronté au désastre de la révélation de ce qu'est en acte son père. Des choses qu'on retrouvera un petit peu plus tard avec d'autres personnages féminins. Et là, il faudrait qu'on revienne sur la question du personnage féminin chez Miura, avec des portes qui s'ouvrent pour des personnages comme Charlotte, pour comment il s'appelle le personnage extraordinaire, moi que j'aime beaucoup, qui va découvrir dans le sexe et dans un fantasme de cheval la possibilité d'un ailleurs, et qui va entreprendre son apprentissage avec la sorcière, je me rappelle plus son nom, un des personnages principaux de ce récit. Donc il y a vraiment cette dialectique de la porte qui s'ouvre et qui se ferme, dans une optique en fait de monde qui s'ouvre, de monde qui se ferme, et dans une optique non morale, non pas de bien et de mal en fait, mais une série d'équilibres successifs sur le fil du rasoir. Voilà. Je sais pas non plus ce que vous pensez de cette lecture et comment vous interprétez l'hubris de Griffith Fento, mais n'hésitez pas à réagir sur ça et ensuite on parlera plus précisément de l'éclipse. Je sais pas si quelqu'un veut réagir par rapport à ça. Story, tu veux ou pas? Bon, vas-y, Rafa, je te laisse, je t'écoute. Avec attention. Je vais encore dire des bêtises alors, comme d'habitude. Vous êtes agaçant de m'encourager. Je suis assez d'accord avec toi, Philippe, dans le sens où, pour moi, il n'y a pas de... il y a pas de moralité, ouais, il n'y a pas de... Je sais plus, j'ai perdu le fil de la pensée en disant mes bêtises. Il y a une réflexion sur le mal et sur l'ambiguïté du mal dans comment ça s'appelle, dans Berserk, pour moi, qui va surtout s'imposer avec le retour de Griffith dans l'univers, quand il va arrêter d'être Femto et qu'il va redevenir Griffith, quand il va s'incarner de nouveau. Et avec sa troupe monstrueuse, quand il va libérer le pays des Kushans, quand il va libérer la religion dont j'ai oublié le nom, quand il va se présenter comme ce messie, comme ce sauveur, il y a une présentation que Miura fait du personnage et de son action qui le rendent beau. Il est fascinant, Griffith, à ce moment-là. Il est extraordinaire, il remporte tout, il est invincible. Il est accompagné des pires monstres, mais qui lui obéissent. Il repousse les Kushans, il maîtrise l'empereur, il crée une capitale à partir de laquelle il peut se projeter partout dans le monde pour aller apaiser les situations par les armes s'il le faut. Il réunit les êtres humains, il réunit les Kushans, il réunit et je mets les êtres humains en dehors des Kushans, ce qui montre que je suis quand même un sacré connard. Il réunit les monstres, il réunit tout ça. Il y a quelque chose de beau là-dedans et on a envie d'y croire. Et au milieu de tout ça, il y a le point de vue de Guts. Alors je ne sais pas si ça vous l'a fait, vous, mais quand j'ai lu comment ça s'appelle quand j'ai lu Berserk, à ce moment-là, j'ai commencé à douter. J'ai commencé à douter de l'avenir narratif de Berserk en me disant, est-ce que Miura va pas un moment opérer une nouvelle bascule en disant, en fait c'est bon, c'est Griffith qui a raison.
C'est Griffith qui a raison. Il a créé sa capitale. Il a réussi à désaliéner le monde. Il a réussi à réenchanter le monde avec les problèmes que ça pose hein, aux marges des royaumes où les gens se font bouffer par les monstres qui ont désormais accès à la réalité. Bon, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais il a réussi. Tandis que Guts, avec son désir de vengeance, de pouvoir affronter Griffith et lui faire payer l'éclipse, le traumatisme, encore plus radical que le premier traumatisme de la nuit passée, eh ben, peut-être que le point de vue de Guts, c'est pas le bon. Peut-être que Guts est en fait un grand traumatisé avec un PTSD d'une violence extraordinaire et qui délire. Peut-être tout ça. J'ai douté. J'ai douté. Et j'ai trouvé un peu dommage la scène où on voit, je sais plus si c'est Rickert ou un autre, qui comment ça s'appelle, qui dans la capitale de Falconia va trouver une zone où des gens se font torturer pour nourrir les monstres. Euh, j'ai trouvé ça un peu dommage parce que ça tranchait la question. Le point de vue de Guts, c'était toujours le bon. C'était toujours le bon point de vue. Et je pense je pense que s'il y a une réflexion à chercher sur la nature du mal, elle se trouverait là. Il n'y a pas de dissertation longue sur ce que serait ou ne serait pas le mal. Il y a surtout une façon de montrer l'ambiguïté des actions de chacun qui peuvent se traduire de manière positive ou négative, qui peuvent, en fait, il y a, il y a une grande subjectivité qui est qui est assumée par l'œuvre, qui laisse au lecteur le choix de trancher le plus souvent possible. Et je trouve que c'est très malin. C'est très très malin parce que ça ne disqualifie ni ne met la violence sur un piédestal, ça ne disqualifie ni ne met les actions, ni ne met les actions griffées sur un piédestal, ça laisse la libre appréciation de chacun. Alors, c'est dangereux parce que ça peut provoquer des lectures bizarres, euh, et en même temps, c'est plus intéressant parce que ça oblige à penser, ça oblige à réfléchir un peu pour ne pas partir complètement en sucette, hein, heu, pour ne pas partir, pour ne pas partir complètement en sucette, ouais. Voilà, donc pour moi, c'est ça qui me semblait intéressant sur le mal.